Bonjour et bienvenue à Vino et Étiquette. Et nous sommes dans la belle région de Charlevoix. Nous sommes à Baie-Saint-Paul. Je suis Susana Ochoa. Bienvenue à l'émission. Bon, et l'émission passée, nous avons commencé à parler de la France. Donc, surtout les cépages de chaque région de la France. L'Alsace, c'était notre première. Donc, Riesling, Pinot Gris, Pinot Blanc, Gewürztraminer, Muscat, Sylvaner, un cépage blanc, et Pinot Noir, un cépage rouge. Jura, donc nous avons un Jura, Pulsar, Trousseau, Savagnin en blanc, et Pulsar, Trousseau en rouge. Les Savoies, les Mondos blancs, Rousset, Jacquer en blanc, les Gamay, Mondos noirs en rouge, qu'on avait parlé qu'ils sont super bons pour le fromage. La Bourgogne, les cépages représentatifs en blanc, Aligoté, Chardonnay en rouge, et les Pinot Noirs, les Gamay. Et les Gamay en Beaujolais également, les rois. Vallée d'Huron, du Syrah, Mourvèdre, et Carignan, on avait parlé, les Cinsault, et Viognier en blanc. Viognier, c'est le blanc. Et la Provence, beaucoup d'assemblages, on avait dit Carignan, Mourvèdre, Cinsault également, et en majoritaire en rouge, Marsanne, Roussanne, Ugni blanc en blanc. La Corse, des cépages avec des noms italiens, comme le Nieluccio, que c'est notre Sangiovese, et le Vermentino en blanc, que nous avons le Ugni blanc également. Languedoc, Roussillon, nous avons des assemblages également, Carignan, Mourvèdre, Cinsault, Syrah, le sud-ouest, Malbec, Tannat, les gros cépages en rouge assez corsés, Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, en rouge, en blanc, Sémillon, Sauvignon blanc, Muscadel pour notre Bordeaux, Vallée de la Loire, le Roi, Sauvignon blanc, le plus élégant Sauvignon blanc qu'on peut trouver. Et en rouge, le Pinot Noir également, un peu gamay. La Champagne, en blanc, c'est le Chardonnay. En rouge, Pinot Noir et Pinot Meunier sont nos cépages de la Champagne. Bon, donc ça c'était pour notre récapitulation de la France. Maintenant, je passe à vous inviter encore une fois à visiter ma page Facebook et ma chaîne YouTube Susana Ochoa, le bon vin, la beauté du vin. C'est comme ça que vous allez me trouver sur Facebook ainsi qu'en YouTube. Je vous invite à écouter les vidéos interviews que j'ai fait à quelques producteurs, pas mal, beaucoup. Il y a plus de 50 vidéos, il y a plus de 60 même. Plus de 60 vidéos interviews que j'ai fait aux producteurs des produits qu'on connaît bien ici au Québec, par exemple, les Bonhomme, la productrice Nathalie Bonhomme, que c'est une Québécoise, qui reste à l'Espagne. Donc, ça sera très intéressant de voir une Québécoise en terre espagnole. Une autre, la maison Beyer, ici de l'Alsace. Léon Beyer, c'est le domaine, et c'est Marc Beyer. Je pense que Marc Beyer, c'est la
13e génération, si je ne me trompe pas. Bon. Et Omerto, première vente de tomates au monde que nous avons ici à Baie-Saint-Paul. Et aussi dans les entrevues, Aníbal Coutinho, que c'est un énologue. Ce n'est pas le propriétaire, n'est pas un domaine, c'est juste l'énologue. Mais c'est très intéressant parce que Aníbal, c'est un énologue portugais. C'est l'énologue conseil pour plusieurs domaines partout au monde. Et les domaines principaux sont à l'Afrique du Sud, à l'Espagne, à l'Allemagne, si je ne me trompe pas, à la France, et si je ne me trompe pas, et bien entendu au Portugal. Oui. Et en plus, Aníbal a gagné plus de 100 médailles. Les produits qu'Aníbal où Aníbal fait la recommandation, les conseils comme énologue, ces produits ont gagné plus de 100 médailles. Et aussi, dans la Coupe de l'Europe pour le football soccer en 2016, je pense, la finale, c'était France-Portugal. Donc, la commission de football, soccer à Portugal l'a demandé à Aníbal d'élaborer les vins de la victoire. Et oui, c'est Portugal qui a gagné en plus. Non? Donc, c'est un œnologue très, très reconnu dans le domaine. Et vous allez trouver également Brigitte Jean-Jean de Le Rosé Pivet. Vous allez voir l'interview également. Je vais vous montrer des vidéos de salons, de différents salons, de différents festivals de vin également. Une autre vidéo interview d'un producteur que j'ai fait, c'est à Michel Guinaud. Michel Guinaud est la génération, imaginez-vous, le domaine a une expérience depuis 1520. Voici les produits, un des produits de la maison Guinaud. Maintenant, depuis 1520, le producteur, c'est Michel Guinaud. Bon, pourquoi est-ce que je vous montre ce produit? C'est très intéressant ici parce que la première bulle, le mousseau, si ça vient de la Champagne, c'est Champagne. Et c'est seulement la Champagne qui a le droit de s'appeler Champagne. Si ça vient de l'Espagne, on va l'appeler Cava. Si le mousseau vient de l'Italie, on va l'appeler Franciacorta ou Prosecco. Si le mousseau vient de l'intérieur de la France, mais pas de Champagne, ok? Champagne, c'est Champagne, mais ça vient de l'intérieur de la France, mais à l'extérieur de Champagne, on va l'appeler crema. Donc, la première bulle au monde est née à la France, oui, mais pas à Champagne, par exemple. Non. Ça s'est passé à Languedoc-Roussillon. C'est ici, à Blanquette-des-Limeux, que la première bulle est née. Ce produit, ce domaine vient de Blanquette-des-Limeux. Donc, la première bulle est née en 1531, à peu près, si je ne me trompe pas. Mais ce producteur a commencé à la commercialiser en 1875. C'est pour ça que c'est très intéressant d'écouter cette interview. En parlant de créma, il y a créma de l'Alsace, créma de Limoux,
ici, et créma de Die à Vallée-d'Huron, et la créma de Bourgogne, et le vin de Savoie, et le créma de la Loire, le créma de Bordeaux également, et à Luxembourg, même si c'est un autre pays, c'est très intéressant aussi. On revient. Bon, donc c'est ça, les crémas aussi sont très bons, sont très très intéressantes à déguster. Et allez à la société d'alcool et demandez pour les crémas. Et comme je vous ai dit, comme à la vallée de la Loire, par exemple. La créma de Loire, c'est un assemblage chardonnay, chenin blanc. Et le chenin blanc, c'est un autre cépage très, très représentatif de vallée de la Loire, et comme notre sauvignon blanc également. Bon, donc voilà, donc je vais passer un peu ici mes produits mousseux. Qu'est-ce que ça fait un bon vin? Il y a beaucoup de... C'est un ensemble, il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de procédures à faire pour un vin. Au fond, c'est quoi, la première question, c'est quoi un vin? Oui, c'est une boisson avec l'alcool, oui, oui. Mais la définition d'un vin, c'est simple. Jus de raisin fermenté. Pas plus que ça. Ça, c'est un vin, c'est un jus de raisin fermenté. Bon. Des fois, on va acheter un vin et puis on dit, oh, c'est trop cher, non? Ou, oh, non, je ne veux pas payer assez beaucoup. Et des fois, c'est, voyons donc, mais ça coûte juste $6. Bon. Et ça coûte juste $10. Bon, ok, c'est correct. Et oui, on peut trouver des bons produits à un prix bas, à un prix raisonnable et un prix exorbitant, par exemple. Mais je vous recommande de ne pas vous fier au prix. Ça m'arrivait déjà que je vois des personnes qui, la bouteille, ça coûte $80, et puis ils prennent 4, 5, bim, bim, bam. Oui, wow, c'est correct. Mais moi, je connais les produits et je pense, oh, non, je ne payerai pas $80 pour ça, non, mais j'irai plus avec celui que ça coûte 20, par exemple. Bon, et c'est très intéressant de savoir pourquoi est-ce que c'est ce prix. Est-ce que ça vaut ce prix? Et on sait que, par exemple, le pinot noir, notre cépage roi de la Bourgogne, de Champagne, et Val de Loire, Vallée de la Loire, d'Alsace. Mais ici, à Bourgogne, on va nous concentrer à Bourgogne. Le pinot noir, c'est un cépage difficile à gérer. C'est un cépage assez capricieux, pardon. Et c'est un cépage assez que ça prend beaucoup d'attention. Donc, imaginez-vous tout le travail pour faire un vin de pinot noir, que soit tout un succès. Il y a beaucoup de travail, donc c'est comme évident que le prix va monter. En parlant de pinot noir, par exemple. Bon, et aussi, il faut savoir, il faut penser que, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un bon vin, par exemple, un bon vin pour vous. Donc, nous, oui, on est dans la sommellerie, dans le monde du vin, oui, c'est correct, mais normalement, nous avons déjà travaillé sur la restauration. Donc, la sommellerie, c'est un domaine qui va toujours de la main
avec la restauration, avec la gastronomie. Ils vont toujours ensemble, on ne peut pas les séparer. Donc nous avons déjà travaillé dans la restauration, dans les services ou dans la cuisine. Bon, même à la plonge, j'étais à la plonge de faire. Bon, donc tout, c'est normal de que tous les sommeliers ne sont pas par la plonge, la cuisine et par les services. Bon. Donc, des fois, ça m'arrivait qu'une madame, mettons, venait et me disait, ah, je connais cette vin, je vais prendre une bouteille. Ok, d'accord, madame. Et puis, madame le prenait, madame finit la bouteille, mais madame n'était pas contente parce que ce n'était pas pareil que l'autre fois. Mais l'autre fois, la madame l'a super bien aimé, mais pas à cette occasion. Et oui, mais c'est normal. C'est normal parce que en l'autre occasion, madame était accompagnée, était avec sa famille, il fêtait, madame était contente. Et en cette deuxième occasion, madame était avec une autre personne qu'il avait une petite dispute à la table. Donc, tout ça juste pour vous dire que c'est vrai, oui, que l'environnement, ça va prendre beaucoup de place et pour bien apprécier une bouteille de vin. Ça, c'est vrai, ça, c'est certain que l'environnement va nous faire le goût, va participer dans le goût ou l'appréciation de certaines bouteilles de vin. Et puis, il y a, mettons, une autre situation où monsieur avait goûté une bouteille, peu importe laquelle, et puis, mais monsieur ne l'avait pas bien aimé. Bon, mais monsieur vient, mais à cette occasion, mais le monsieur l'adorait. Mais qu'est-ce que ça s'est passé? Bon, nous, dans les services, nous, comme sommeliers, nous sommes dans l'obligation d'abord de présenter le vin. Il y a un protocole pour le présenter. De donner les bons verres pour la bouteille de vin. On est responsable de que le vin ait la bonne température. Ça, c'est vraiment très important. La bonne température. Imaginez-vous quand vous allez le matin déjeuner à un restaurant, vous arrivez et puis, mais toujours là, nous, qui ont travaillé dans les services, on sait déjà pour le déjeuner, le café avant le bonjour. On sait. Donc, vous arrivez et puis vous attendez les cafés, personne vous sert le café. Ou bien, le café arrive et le café est froid ou est vieux parce que ça arrive. Quelle grande déception. Vous arrivez le matin, vous voulez prendre un café chaud et frais. Et vous recevez un café vieux et froid, ou tiède. Ce n'est pas pareil. C'est la même chose pour le vin. Donc, si vous prenez un vin rouge trop chaud, non, ça va goûter juste l'alcool. Mais non. Si vous allez prendre le vin rouge trop froid, mais non, ça va sécher la bouche. Donc, la température est très importante, très, très, très importante. Donc, l'environnement, c'est vraiment important pour apprécier le vin. La température, également très, très, très important. Le verre, aussi le verre. Et ce n'est pas parce que c'est un cristal que ça va donner un meilleur goût. Non, 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 c'est pas ça. Non, non. Si vous allez faire une dégustation, prenez le petit verre de Inao. Si vous allez, si vous voulez aérer le vin parce que c'est un vin assez corsé, assez puissant, avec les tanins fermes,
Oui, prenez les gros verres. Donc, ça va aider, ça va modifier, ça va changer, ça va évoluer le vin. Donc, on va avoir une meilleure appréciation pour le vin. Et si c'est un vin blanc, même chose, prenez-le à la bonne température. Vous allez voir comme juste ce petit détail, ça change la grande différence. Je reviens. Bon, donc on parle toujours de qu'est-ce que ça fait un bon vin, non? Mon appréciation, c'est pas pareil que votre appréciation. Mon palais, c'est pas pareil que votre palais. Moi, comme mexicaine, mais moi, je mange beaucoup plus condimenté, et plus qu'ici au Québec, par exemple. Donc, mon palais, déjà, on dirait plus, de différent, un différent palais, pour le dire comme ça. Bon, et aussi, c'est très important, et si vous allez au festival, posez des questions. Le terroir, c'est pas pareil un chardonnay qui vient de la Bourgogne, de Chablis. C'est pas pareil qu'un autre chardonnay qui vient de la Bourgogne, de l'appellation Macon, par exemple. C'est pas pareil, même si c'est la même région, parce que c'est les différents terroirs. Le terroir, c'est un ensemble de terres, climat, environnement, et la lumière, la position ou l'endroit du vignoble, et tout l'ensemble, tout le kit fait le terroir. Par exemple, mettons à la Bourgogne, on retourne à la Bourgogne. Il y a des parcelles à la Bourgogne que, mettons, une parcelle, il y a beaucoup de soleil. Ça donne beaucoup de soleil parce que c'est une parcelle qui est en pente. OK? Bon. Mais la parcelle à côté, et dans l'ombre, ça donne plus d'ombre, donc c'est moins du soleil. Déjà, il y a deux caractéristiques différentes. La terre également. Peut-être qu'ici, la terre, il y a plus d'argile, par exemple, tandis qu'ici, il y a plus de roches, mettons, par exemple. Et puis, la parcelle à côté, donc c'est la parcelle qui a beaucoup de soleil, la parcelle qui a beaucoup d'ombre, et puis la parcelle à côté est à côté d'une rivière, d'une petite rivière. Donc solo, c'est déjà différent. Donc ici, comme ici au Charlevoix, nous avons des différents microclimats. Des fois, à la Malbaie, c'est une température, tandis qu'à Saint-Aimé-des-Lacs, c'est une autre température. Et puis, je viens à Baie-Saint-Paul, et c'est une autre température. Il y a de différents terroirs, de différents microclimats. Mais aussi, c'est très important le savoir-faire, les types de vinification. Et comme à Catalogne, Espagne, il y a beaucoup de vins bio qui ont fait à l'Espagne, beaucoup de biodynamique. Et Pares Balta utilise beaucoup de cultures biodynamiques. Ici, à la France, il y a beaucoup également, Languedoc-Roussillon a beaucoup de cultures bio, par exemple. Le sud-ouest, il y a beaucoup de cultures raisonnables. Les méthodes de vinification, aussi ça va avoir un effet. Si le vin a été élaboré et vinifié juste en cuve inox ou en fût de chêne, mais fût de chêne français ou américain ou hongare ou un mélange. Donc, ce sont des questions qu'il faut toujours se poser pour nous répondre à nous-mêmes à propos du prix, par exemple. Et ici, je vous ai apporté quelques produits. Un prix, mettons par exemple ici, c'est $10,20. C'est un vin chilien. Au Chili, on a beaucoup de soleil.
C'est un vin chilien que ça va nous donner, ça s'appelle de gras. C'est un fumé blanc. Fumé blanc, c'est comme l'équivalent au sauvignon blanc. Donc, ça va nous donner des arômes, des agrumes, des pamplemousses. C'est un vin floral, fruité, sec, léger, avec une bonne acidité. Et ça coûte $10. Bon. Et au Chili, on va utiliser beaucoup la culture bio, la culture raisonnable. Chile est très intéressante en vin rouge comme les cépages Mission, par exemple, les Cabernet Sauvignon, par exemple, les Carmenere et les fumés blancs et notre représentation ici. Donc, on parlait de climat, comme à Chili, par exemple, nous avons les Andes. Les Andes. Et au Chili, par exemple, il y a des domaines qui vont utiliser et vont faire arroser les vignes, mais pas arroser comme nous qu'on arrose les fleurs. Je dis arroser pour qu'on puisse comprendre de quoi je parle. Mais ils vont utiliser de l'eau de la neige qui est dégelée ou de l'eau directement de la pluie. C'est pas comme prendre et arroser. Non. Donc ils sont, comme je vous ai dit, chaque terroir, c'est le territoire con certaines caractéristiques chacune. Le climat, ça va avoir un autre impact. Si c'est un climat froid ou il y a beaucoup de soleil, comme si les vignobles sont à côté des Andes, comme en Chili par exemple, ou à côté de la mer. Parce qu'au Chili, les Andes, la mer, donc c'est un climat très, très différent que si on parle de la France. C'est un climat très différent que si on parle du Canada. Jusqu'ici à Ontario, Québec, il y a déjà une grande différence. Donc, ça va avoir un grand impact, le savoir-faire, le climat, le terroir, le type de sol également. Par exemple, à Vallée-du-Rhône, le type de sol, normalement, ils sont de galets, beaucoup de pierres, de galets. Et c'est très, très, très représentatif de Vallée-du-Rhône. À Languedoc-Roussillon, par exemple, beaucoup de sable, mais on s'attend qu'on est à côté de la mer Méditerranée. Une autre caractéristique à Languedoc-Roussillon, c'est les arômes de garrigue. Les arômes de garrigue sont des arômes d'herbes, de thym, de romarin, de laurel, de fleurs. Donc, ça va nous donner des arômes de garrigue. Le sol est sablonneux, par exemple. Et c'est pour ça que je vous recommande d'écouter la vidéo de Pivet, le Pivet rosé. Brigitte Jean-Jean nous explique le type de climat, le type de sol que nous avons à Languedoc-Roussillon dans le domaine de Pivet. Et ça sera très intéressant, vraiment, vraiment. Et écoutez les vidéos. Donc, les microclimats également, et la température de service également, c'est très important pour faire et pour nous donner un bon vin. Mais par exemple, savez-vous que, mettons, les Chinois, les Orientaux, ils vont se guider plus pour l'étiquette. Oui, plus pour l'image de l'étiquette parce qu'ils sont ils croient, dans le bon sens de la parole, que c'est le premier feeling
Donc, j'ai un feeling pour cette étiquette, pour cette présentation, pour cette image. C'est ça la bonne, c'est ça que je vais prendre. Donc, c'est correct. C'est sa culture, c'est comment ils vont sélectionner des fois les vins par l'image. Merci beaucoup pour cette émission. Écoutez-moi sur Facebook, Susana Ochoa, Le Bon Vin, La Beauté du Vin, même adresse pour la chaîne de YouTube. Et vous allez trouver beaucoup de belles vidéos, interviews que j'ai fait aux producteurs et aux représentants dans le dernier festival et salon du vin. Merci, à la prochaine.